Bonjour à tous. Donc voici ce cours sur les problèmes non linéaires. Donc première partie. On aura dans le courant du semestre un deuxième cours qui s'appellera Problèmes non linéaires 2, donc qui traitera un autre type de problèmes non linéaires, mais voilà, on verra qui sont certainement liés bien évidemment à ceux qu'on va étudier aujourd'hui, qui concernent essentiellement la recherche des zéros d'une fonction. Alors, la recherche des zéros d'une fonction, c'est un problème qui vous est assez familier, je pense. Bon, le problème le plus élémentaire, le plus classique de recherche des zéros d'une fonction, là ici d'une fonction réelle en l'occurrence, à valeur réelle, eh bien c'est tout simplement la recherche des racines d'un polynôme. D'accord. Donc par exemple ici, donc, la recherche, on va se placer dans le domaine des complexes. Donc la recherche des racines complexes d'une équation polynomiale qui va consister à annuler un polynôme dont on connaît les coefficients. Alors, on sait, donc là c'est le théorème de d'Alembert, qu'on a n solutions dans C en comptant la multiplicité, ce qui veut dire déjà qu'on voit déjà là une particularité des équations non linéaires, à savoir que là on a une équation, mais on peut avoir n solutions lorsque le polynôme est de 2 degrés n. D'accord. Donc on verra que ça, c'est une des particularités qui fait que ça peut créer des difficultés, bien évidemment, si on n'a pas de méthode, on va dire, simple, par exemple ici, pour déterminer la racine de polynôme. Alors ce qui est le cas, dès l'instant où n est supérieur ou égal à 5. D'accord. Si n est inférieur ou égal à 4, on a ce qu'on appelle des formules par radicaux. Mais dès que n est supérieur ou égal à 5, on n'a pas de telle formule. Et donc, ce qui veut dire qu'on est obligé de se contenter de méthodes qui vont toutes être systématiquement des méthodes itératives. Alors, des méthodes itératives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va construire à chaque fois, pour trouver une solution, une suite, ici qu'on a appelé ZK, eh bien, en espérant tout simplement que la limite de cette suite, ça va être une valeur z étoile qui est la plus proche possible donc d'une racine de notre polynôme. D'accord. Donc ce qui montre bien ici, par exemple, c'est que dès que n est supérieur ou égal à 5, ça sous-entend que ça devient pas du tout trivial. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans un autre chapitre, parce que la détermination des valeurs propres d'une matrice, c'est quelque chose qui est complètement lié à la détermination des racines de polynômes. Mais donc, pour l'instant, on s'intéresse à ce problème spécifique, trouver les zéros d'une fonction. Donc là, on voit déjà que une particularité, c'est la multiplicité éventuellement des solutions, dès l'instant où ces équations ne sont pas des équations, ici, typiquement linéaires, on va dire, dès que n est supérieur ou égal à 2. Alors, autre type de problèmes qui vont se mettre aussi sous la forme de la recherche de zéros de fonction. Donc là, ici, c'est par exemple un problème de cinématique inverse. Alors, ce problème de cinématique inverse, là, c'est quoi? Donc on a un bras articulé, donc là, on s'est placé vraiment dans un cas très simple, on s'est placé dans le plan. Donc un bras articulé avec donc deux articulations. Donc un premier bras de longueur L1 qui fait un angle θ1 avec l'horizontale, et puis un deuxième bras de longueur L2 qui fait un angle θ2 avec l'horizontale. Donc on a l'extrémité de ce bras donc, qui est matérialisée par un point M de θ, d'accord, donc dont les coordonnées sont données ici, d'accord, donc dans le membre de gauche finalement des deux équations que l'on a, et où le but c'est d'amener, donc en faisant varier θ1, θ2, enfin en trouvant les bonnes valeurs, d'amener l'extrémité de ce bras eh bien, sur un point cible qui est le point A ici tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, point A dont on retrouve les coordonnées ici dans le membre de droite. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qui sera systématiquement à faire pour mettre un petit peu ce problème sous forme standard. Eh bien, c'est le mettre sous la forme de la recherche des zéros d'une fonction, ici, qui va être une fonction de deux variables, d'accord. Donc cette fonction, on va l'appeler f.
Donc c'est une fonction qui va aller de R2 vers R2, d'accord? Donc une fonction de plusieurs variables à valeur dans R2. Donc c'est-à-dire que f de θ c'est un vecteur de R2, d'accord? Et donc les composantes de f de θ, telles que notre système d'équations, s'écrit de manière équivalente, f de θ est égal au vecteur nul, bah, c'est tout simplement nos deux équations où on a tout fait passer du côté du membre de droite ou du membre de gauche, d'accord? Donc ici, voilà les deux composantes de notre fonction, et donc dont l'annulation correspond à la résolution de nos deux équations au-dessus. Alors, donc d'une manière générale, nous on va s'intéresser à des problèmes où n n'est pas forcément restreint à 1, 2. Bon, a priori la valeur de n va être un petit peu quelconque. Alors, pour revenir un petit peu, sinon sur ce problème de cinématique inverse, ce que l'on peut voir, et ça sera peut-être toujours le cas dans nos problèmes de recherche de zéro de fonction, c'est qu'il ne va pas y avoir à chaque fois, étant donné un problème à résoudre, donc là il est matérialisé sous forme d'équation déjà, mais on pourrait très bien le matérialiser sous la forme, enfin l'écrire sous la forme plus générique, amener notre point M en utilisant certaines variables. Alors là on avait choisi des angles, mais on va voir qu'on n'est pas obligé d'utiliser des angles. Amener ce point M sur le point A. On peut voir qu'il y a une forme équivalente à ce problème, eh bien, qui correspond à trouver l'intersection de deux cercles. Donc si on place, donc, enfin, on va prendre notre point A de manière un peu privilégiée comme le centre d'un cercle de rayon L2, eh bien, on voit que l'équivalent du coude de notre bras articulé, alors donc, qui était donc ici, d'accord, dans la formulation utilisant les angles, et bien que ce coude, la position optimale de ce coude, telle que on peut obtenir, faire en sorte que l'extrémité du bras soit le point A, et bien l'extrémité, enfin ce coude, il se situe à l'intersection de nos deux cercles. Et donc l'inconnu ici, c'est maintenant, par exemple, eh bien les coordonnées de ce point M, qui joue le rôle de notre coude. La forme des équations obtenues, c'est vraiment extrêmement différent de ce que l'on avait tout à l'heure, qui utilisait des fonctions trigonométriques. Là, c'est ce qu'on appelle un système polynomial, d'accord? Puisque on a finalement deux polynômes dans le membre de gauche en deux variables x et y. Et ce qui paraît aussi maintenant un peu plus évident, c'est qu'en fait, on a une deuxième solution. Alors, on aurait pu déjà s'en rendre compte dans la formulation initiale avec les angles. Donc voilà, donc même dans cet autre problème, finalement assez simple, on voit qu'il y a deux solutions. Les deux sont tout aussi admissibles. Donc là, après, ça dépend vraiment de la... si on s'intéresse vraiment au problème pratique, si on imagine que l'axe des Y est une espèce de frontière, on va dire, infranchissable, que c'est un mur, il va de soi que bien sûr qu'il n'y a que la solution en vert qui est admissible. Voilà. Alors, après cette introduction, voilà un petit peu le sommaire des différentes parties de ce cours. Donc on va tout d'abord s'intéresser aux méthodes numériques pour déterminer les zéros de fonction pour n égale à 1. Donc on va s'intéresser à annuler des fonctions réelles. Donc dans ces méthodes numériques, on va passer en revue une première méthode assez classique, donc qui est la méthode des dichotomies, qui s'appelle aussi méthode de bisection, dont on verra qu'elle implique des hypothèses assez minimales sur la fonction qu'on cherche à annuler. Donc là, ici, ça va être uniquement la continuité. Ce qui est le cas aussi de la méthode de point fixe, mais la méthode de point fixe, alors que vous connaissez déjà, enfin vous connaissez au moins la notion de point fixe, puisque vous avez déjà étudié les suites récurrentes dans votre scolarité. Donc cette méthode, enfin cette famille de méthodes qui sont les méthodes de point fixe, finalement, on va voir que c'est un cadre en fait général qui est très très utile pour étudier la convergence, on va dire, des méthodes itératives, un petit peu toutes méthodes confondues.
Et donc ensuite, on verra des hypothèses un peu supplémentaires sur la fonction f de régularité. Donc une méthode très intéressante, assez performante, qui a beaucoup d'avantages, qui a aussi des inconvénients, mais qui est vraiment la méthode qui va beaucoup nous intéresser, qui est la méthode de Newton. Ensuite, eh bien, on enchaînera sur les méthodes pour n plus grand que 1, donc voilà, pour les systèmes d'équations. Donc ça va nécessiter de faire quelques petits rappels de calcul différentiel. Donc qu'est-ce que c'est qu'une dérivée partielle? Qu'est-ce que c'est qu'une matrice jacobienne? Enfin, on va s'intéresser plus spécifiquement à rappeler ce que c'est que la différenciabilité dès l'instant où on s'intéresse aux fonctions de plusieurs variables. Et puis, on ira droit au but, on ira s'intéresser tout de suite à la méthode de Newton. Voilà pour le sommaire. Donc on s'intéresse tout d'abord au cas où f est une fonction de R dans R. Donc là, l'idée, c'est qu'on va déjà faire des hypothèses assez minimales sur la fonction f, mais qui sont absolument nécessaires quand même pour que ça ait un sens de rechercher les zéros de cette fonction. C'est qu'on va supposer que f est continu. Alors, hypothèse plus forte, et qui est liée qui va nous conduire à expliquer ce que c'est que le principe de cette méthode de dichotomie ou de bisection, c'est qu'il existe un intervalle dans lequel le théorème de la valeur intermédiaire est vérifié. Donc notre fameux TVI. C'est-à-dire qu'il existe un intervalle AB tel que eh bien, les valeurs de f aux extrémités de cet intervalle sont de signes opposés. Là, en plus, on suppose que f ne s'annule ni en A ni en B. Donc, le TVI nous garantit quoi? Eh bien qu'il existe un x étoile, donc x étoile, ça va être la façon dont on va appeler notre solution, dans l'intervalle AB ouvert tel que f de x étoile est égal à 0. Voilà, donc bien évidemment, sans hypothèse supplémentaire sur f, on a existence du x étoile, mais ça ne garantit pas l'unicité. Si on voulait que x étoile soit unique, il faudrait supposer des choses supplémentaires sur f, comme par exemple que f était strictement monotone. Donc ici, ça ne nous concerne pas pour l'instant. L'existence nous suffit. Donc le principe de la méthode de dichotomie, eh bien, c'est d'essayer de réduire la taille de cet intervalle. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'initialement, A et B vont constituer les conditions initiales de deux suites, AK et BK, d'accord, qui vont nous permettre d'itérer finalement un intervalle de borne inférieure à K, de borne supérieure BK, dans lequel le TVI est toujours vérifié, c'est-à-dire que f de AK multiplié par f de BK est toujours strictement négatif. Et pour assurer la convergence finalement en l'occurrence ici de AK et de BK vers notre solution, eh bien c'est que l'on va faire en sorte que la limite de BK moins AK, quand K tend vers plus infini, que cette limite soit égale à 0. Voilà. Donc, alors pourquoi d'ailleurs cela nous garantit la convergence? C'est ce qu'on appelle communément le théorème des gendarmes, hein, puisque x étoile est toujours compris strictement entre AK et BK, et que AK et BK tendent tous les deux, enfin que la différence des deux tend vers 0, d'accord? Eh bien, ça veut bien dire que notre borne inférieure et notre borne supérieure, tous les deux, de notre intervalle, tendent vers plus... Enfin, quand K tend à plus infini, ces deux bornes tendent vers x étoile. Voilà. Alors quelque chose qui va jouer un petit peu un rôle particulier dans cette méthode, finalement, ça va être un point qui va être à mi-chemin, enfin qui va être pile au milieu de l'intervalle, et qui va nous permettre à chaque fois de déterminer quelle est la moitié de l'intervalle que l'on conserve. D'où cette notion de bisection, bi ici pour 2. Alors l'algorithme, je pense que vous le connaissez déjà. Alors l'idée, déjà, c'est que on définit une fois pour toutes cette suite, à vrai dire, auxiliaire xk, donc dont le terme général, ça va être exactement la moyenne de notre borne inférieure et supérieure de l'intervalle, d'accord? Et tant que la valeur absolue
de f évalué au milieu de l'intervalle est supérieur à epsilon, d'accord? Alors, bien évidemment, on aurait pu itérer jusqu'à ce que f de xk soit égal à 0, mais bon, on voit bien que on sait bien que ça n'a pas trop de sens, d'accord? À la fois du point de vue de la convergence et puis du point de vue du calcul numérique. Et on va sélectionner une moitié ou l'autre de notre intervalle, suivant que c'est la moitié dans laquelle le théorème de la valeur intermédiaire est vérifié ou pas. Donc par exemple, si l'intervalle xk ak est tel que f de xk fois f de ak est positif ou nul, donc ça veut dire que c'est la mauvaise moitié, d'accord? Alors, peut-être qu'il y a qu'une solution quelque part là-dedans, mais en tout cas, ce n'était pas celle dont on avait la garantie de l'existence initialement. Donc sinon, c'est-à-dire si f de xk multiplié par f de ak est donc strictement négatif, eh bien, dans ce cas-là, c'est la moitié de l'intervalle que l'on va conserver. Alors, conserver une moitié plutôt que l'autre, ça va vouloir dire ici, le point qui est au milieu, il va soit dans un cas se transformer en borne inférieure du nouvel intervalle ou borne supérieure, suivant que le TVI est vérifié à droite ou à gauche. Donc là, l'exemple sur lequel on va regarder un petit peu le comportement de cette méthode. Donc, c'est pour la fonction suivante. Donc, f de x est égal à x au carré moins 2. Donc là, ici, on est clairement en train de rechercher une racine carrée de 2. Donc là, vu l'intervalle initial que l'on a choisi, c'est-à-dire A0 égale à 1, B0 égale à 3 comme borne supérieure, ici, on est en train de rechercher la racine carrée positive. D'accord? Voilà, donc racine de 2 au sens un petit peu classique. Donc là, on a représenté alors le graphe en bleu ici, tout simplement de f de x dans l'intervalle 0, 3. Ici à 0, donc notre borne inférieure égale à 1, B0, notre borne supérieure égale à 3. Voilà. Donc en rouge, ici, on a représenté la moitié de l'intervalle. Donc là, ici, l'intervalle A0, X0, dans lequel le TVI reste vérifié. Donc là, visuellement, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas besoin de calculer, par exemple, typiquement, la valeur de f de x0. On voit sur le graphe que la valeur de f de x0 est positive et puis que la valeur de f de a0 est négative. Voilà, donc à l'itération suivante, donc l'intervalle a été réduit en deux. Et la nouvelle moitié, c'est toujours la moitié gauche. C'est-à-dire que x1 ici va pouvoir être choisi comme la borne supérieure de l'intervalle suivant. Donc ça veut dire que B2 va être égal à x1. D'accord? Donc là, cette fois, par contre, c'est la moitié droite dans laquelle est vérifié le TVI. D'accord? Donc ça veut dire que x2 va devenir A3. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, effectivement, plus on va aller loin dans les itérations, moins on va y voir quelque chose. Ok? Donc vous voyez à chaque fois à gauche, je peux peut-être revenir un petit peu en arrière, on voit l'affectation qui se produit effectivement pour savoir en gros l'intervalle, la borne, le changement des bornes supérieures et des bornes inférieures. Voilà. Donc on va aller comme ça, je crois jusqu'à la 20e itération, jusqu'à ce que à l'œil les décimales ne varient plus trop. Enfin en gros, là on a choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimales. Voilà, on s'arrête à x20. Voilà, alors tout ce qu'on peut dire, c'est que la convergence n'a pas l'air si rapide que ça. On verra un petit peu quelles sont les manières de qualifier cette vitesse de convergence. Donc là, tout au plus, par construction, ce que l'on peut dire, c'est que la largeur de notre intervalle, à chaque itération, est divisée par 2. D'accord? Donc ça, c'est vraiment par construction.
est divisé par 2, donc ça veut dire que la largeur de cet intervalle, c'est tout simplement le terme général d'une suite géométrique dont la raison est égale à 1,5. D'accord? Donc pour éventuellement montrer de manière rigoureuse la convergence, c'est comme ça qu'on procéderait, hein, c'est-à-dire que on se retrouve ici avec un encadrement tout simplement de la distance entre xk et x étoile. Alors, quel est un petit peu l'ingrédient intermédiaire pour en déduire cette majoration? Alors, ce que l'on peut éventuellement commenter, c'est la relation intermédiaire qui est là, c'est-à-dire xk moins x étoile plus petit que bk moins ak sur 2. L'idée, c'est que on sait que à chaque itération, x étoile se situe à l'intérieur de l'intervalle AK-BK. D'accord? Donc cela veut dire que si on regarde la distance à laquelle peut se trouver la solution du milieu de cet intervalle, on est bien d'accord qu'au pire, cette distance est égale tout simplement à la moitié en fait, de la longueur de cet intervalle. Voilà. Donc, c'est cette relation en fait que l'on utilise ensuite, et connaissant l'expression de bk moins ak ici générale en fonction de k, on obtient directement la majoration finale, d'accord? Donc ça peut être une manière à la fois de montrer éventuellement de démontrer la convergence de cette méthode, et puis d'autre part d'avoir peut-être une petite idée de la vitesse à laquelle cela se produit. Donc là on voit que ça se comporte tout simplement l'erreur, un majorant de l'erreur, ici, puisque là on est dans une majoration, se comporte comme une suite géométrique. Voilà. On verra qu'avec la méthode de Newton, on peut espérer des choses qui sont meilleures. Alors, la manière de formaliser un petit peu, donc ça c'est d'ailleurs une définition qui va s'appliquer pour les autres méthodes que l'on verra, cette vitesse de convergence, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui est assez proche des choses que vous connaissez sûrement pour les infiniment petits. Donc, là, on va parler de convergence de la suite en tant que telle. On va définir ce que c'est que l'ordre de cette convergence, mais c'est quelque chose ensuite qui nous permettra de qualifier la méthode, de la doter, enfin, de dire que c'est une méthode d'un ordre donné. Donc la définition, c'est la suivante. Donc, si xk, la suite converge vers x étoile, et s'il existe P, alors qui n'est pas nécessairement entier, hein, donc strictement positif, et alpha strictement positif, tel que la limite de valeur absolue de xk plus 1 moins x étoile divisé par xk moins x étoile à l'exposant P est égal à alpha, alors la convergence est dite d'ordre P. Alors ce qu'on peut éventuellement moduler, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de montrer que la limite est alpha, mais qu'on est éventuellement capable de trouver que cette limite est majorée, d'accord, par un nombre positif, on pourra tout simplement dire que la convergence est au moins d'ordre P. Donc, ce qu'il est possible de montrer, alors c'est, vous allez voir, pas si facile que de le faire pour les méthodes de points fixes qu'on va voir après, c'est que la dichotomie est une méthode qui est d'ordre 1. Alors ça, on s'en doutait assez facilement à partir du type de majoration qu'on a obtenu. Voilà, donc la méthode de dichotomie, c'est une méthode d'ordre 1. Pas facile à démontrer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc on va prendre ça pour argent comptant, et ça va nous permettre de comparer cette méthode aux autres méthodes qu'on va voir après. Donc voyons maintenant ce cadre un petit peu plus général pour les méthodes que l'on va voir maintenant. Donc la notion de point fixe, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc là l'idée c'est d'essayer de travailler avec une forme équivalente du problème qui est initialement formulé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on cherche x étoile tel que f de x étoile égale à 0.
de le reformuler sous la forme équivalente de la recherche du point fixe d'une fonction g. Alors g qui va forcément être relié d'une certaine manière à la fonction f. Donc on verra que c'est une des difficultés de cette méthode de point fixe. On ne peut pas tout simplement passer de f de x égale 0 à g de x égale x, on va voir. Bon. Alors, l'idée, tout du moins, hormis le fait que g n'est pas forcément facile à trouver, et on verra qu'il va falloir qu'elle ait des propriétés particulières, eh bien, donc, c'est d'essayer d'exploiter cette formulation sous la forme de la recherche de point fixe, eh bien, pour utiliser une méthode un peu particulière, alors qu'on appelle communément méthode de point fixe, mais qu'on peut appeler aussi méthode d'approximation successive. Donc, si on regarde par exemple, pour le problème que l'on a traité tout à l'heure avec la méthode de dichotomie, donc qui consistait à chercher x étoile tel que f de x étoile égale à 0, donc là, pour la recherche de la racine carrée de 2, eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que la fonction g définie par g de x est égale à x plus 2 sur x plus 1, eh bien, elle fait l'affaire, à savoir que lorsque l'on écrit g de x égale à x, d'accord, ben on voit, hein, donc en mettant tout au même dénominateur, hop hop, produit en croix, on se retrouve facilement ici avec la forme équivalente x au carré égale à 2. D'accord ? Donc ça veut dire que rechercher les points fixes de G, c'est complètement équivalent à rechercher les zéros, donc les zéros de la fonction f. Alors, la méthode des approximations successives, elle consiste tout simplement itérativement à prendre un x initial, à faire g de x, à prendre ça pour les x suivants. Donc c'est typiquement xk plus 1 égale g de xk. Donc cette méthode de point fixe, elle a un intérêt parce que, eh bien, lorsque tout se passe bien, c'est une méthode qui converge. Alors, l'utilisation de cette méthode, elle est basée sur un théorème de convergence qui est le suivant. Alors, vous avez énormément de littérature et de manière de garantir que la méthode d'approximation successive va converger pour une fonction g particulière, si par exemple on a des propriétés qui sont beaucoup plus fortes que celles que l'on va utiliser. Donc moi je me suis ici placé dans un cadre vraiment pratique, c'est-à-dire où la fonction g n'est pas forcément très bien connue, où il va être assez difficile de montrer des propriétés globales. Et donc, j'ai préféré là vous exposer la version plutôt de cette propriété de convergence locale, donc qui est la suivante. Alors, si je l'énonce, soit j'ai une fonction réelle continuellement dérivable et possédant un point fixe x étoile, c'est-à-dire vérifiant x étoile est égal à g de x étoile, qui vérifie la condition suivante. Valeur absolue de g' de x étoile est strictement plus petit que 1. Alors, il existe donc ici une largeur d'intervalle, alpha, telle que si on prend x0, donc la valeur initiale de notre suite, à distance inférieure à alpha strictement de x étoile, alors, donc cette méthode d'approximation successive, d'accord, donc il consiste vraiment à itérer la fonction g, d'accord, eh bien, cette méthode converge vers x étoile. D'accord ? Donc, alors bien évidemment, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement restrictif, très faible, tout simplement parce que on peut se dire comment peut-on garantir que x0... Alors déjà, dans un premier temps, comment garantir que g' de x étoile est plus petit que 1 ? Donc, puisqu'on ne connaît pas x étoile. Déjà, ok. Et donc ensuite, quand bien même on serait capable de garantir cela, comment garantir qu'on est à distance plus petite que alpha de x étoile avec x0, voilà. Alors, c'est des choses qu'on pourra commenter.
Mais bon, c'est des choses qui sont extrêmement réalistes, hein, tout simplement, quand on cherche à résoudre, à chercher les zéros d'une fonction, ben, en général, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Voilà. Donc, bon. Donc, démonstration de la convergence de la méthode d'approximation successive. Donc, l'ingrédient principal, bien évidemment, c'est celui-là, à savoir G' de x étoile en valeur absolue plus petit que 1. Donc, la première chose que l'on fait, c'est que l'on remarque que puisque valeur absolue de G' de x étoile est strictement plus petit que 1, il existe nécessairement grand L, compris strictement entre 0 et 1, tel que valeur absolue de G' de x étoile est strictement plus petit que L, et lui-même plus petit que 1. Il suffit de prendre par exemple grand L est égal à 1 plus valeur absolue de x étoile divisé par 2. Voilà. Donc ça c'est une propriété des réels de pouvoir en mettre 1 entre deux réels qui sont différents. L'ingrédient supplémentaire, donc là ça serait un peu technique de le développer ici, mais ça résulte complètement du théorème des valeurs intermédiaires, c'est que puisque G' de x étoile est en valeur absolue strictement plus petit que 1, et que on a supposé que G était continuellement dérivable, c'est-à-dire que G' est continu, donc ça veut dire qu'en gros on peut s'éloigner d'une distance non nulle, ici qu'on va appeler alpha, tout en ayant toujours cette dérivée qui est strictement plus petite que L. D'accord? Donc ce qui se traduit ici par donc si valeur absolue de x moins x étoile plus petit que alpha, alors G' de x est strictement plus petit que L. Donc je répète, ça c'est quelque chose qui pourrait être montré en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, donc on passe sur ce point technique. Si on a que ça intéresse, c'est des choses que vous pouvez développer. Alors, et rédiger. Ensuite, on va utiliser la formule des accroissements finis. Alors, ce qui nous intéresse ici, pour montrer la convergence, c'est tout simplement d'essayer de montrer que xk tend vers x étoile. Donc on va essayer d'exprimer xk moins x étoile au fil des itérations. C'est-à-dire qu'on va écrire xk plus 1 moins x étoile, et on essaye de l'écrire en fonction de xk moins x étoile. Donc ce que l'on voit déjà dans un premier temps, donc là par construction, g de xk, c'est xk plus 1. Et donc là, le truc, c'est de penser au fait que x étoile, justement, c'est le point fixe de G. C'est-à-dire que x étoile, c'est G de x étoile. Et donc la quantité G de xk moins G de x étoile, par le théorème, enfin par la formule des accroissements finis, et on peut l'écrire comme le produit de xk moins x étoile multiplié par la dérivée de G en un point xk, alors xk qui se situe dans le plus petit intervalle ouvert contenant xk et x étoile. Donc si xk par exemple est plus petit que x étoile, c'est l'intervalle ouvert xk x étoile. Et puis vous échangez les rôles si l'inégalité est dans l'autre sens. Donc on prend donc xk plus 1 moins x étoile est égal à g' de xk fois xk moins x étoile. On met des valeurs absolues des deux côtés, d'accord? Donc on a égalité des valeurs absolues. Et ensuite, eh bien, on va considérer, on va se placer dans le cas où xk est justement dans la zone où G', la dérivée, est strictement plus petite que L. Donc ça nous permet d'obtenir la majoration suivante, d'accord? C'est-à-dire que xk plus 1 moins x étoile est strictement plus petit que L fois valeur absolue de xk moins x étoile. Et ensuite, à partir de là, ce sont deux récurrences assez simples parce qu'on a vraiment obtenu le résultat vraiment qui nous permet de presque de conclure. Donc il y a un premier point qui est le suivant, c'est-à-dire déjà de réussir à montrer que on va pouvoir, enfin que toutes les itérées de la suite xk sont telles que xk moins x étoile est plus petit que alpha. Donc ça, c'est quelque chose qui se montre assez facilement par récurrence en utilisant bien la propriété qui est ici, d'accord, hein, puisque c'est vérifié pour x0, après c'est assez facile d'induire la propriété à l'itération suivante. Et puis, donc deuxième récurrence, ça c'est facile, hein, on a une inégalité un peu de type géométrique, et on peut montrer assez facilement, eh bien, puisque c'est valable pour tout cas, eh bien tout simplement cette
cette inégalité qui permet de conclure directement la convergence, d'accord? Tout simplement parce que L puissance K va tendre vers 0, puisque L est positif et strictement plus petit que 1. D'accord? Donc voilà voilà la démonstration de ce résultat. Donc maintenant, en termes de convergence, c'est surtout d'ordre. Voilà. Donc, ce qu'on peut facilement montrer, toujours en réutilisant la formule des accroissements finis ici, c'est que si donc notre dérivée en x étoile, toute plus petite que valeur absolue, en valeur absolue plus petite que 1, si elle est différente de 0, alors on verra que c'est quelque chose qui est justement particulier de la méthode de Newton tout à l'heure. Donc si on suppose que cette dérivée est différente de 0, alors c'est assez facile de montrer que la méthode est d'ordre 1, la méthode d'approximation successive. Donc pour ça, tout simplement, on réécrit notre formule des accroissements finis. Ok. Et puis, il suffit de réaliser que xi k, dès l'instant où la méthode d'approximation successive converge, puisque xi k est dans le plus petit intervalle contenant xk et x étoile, dès l'instant où xk converge effectivement vers x étoile, il est clair que xi k converge vers x étoile. Donc ça veut dire que si on regarde le quotient xk plus 1 moins x étoile sur xk moins x étoile, donc en utilisant ce qui est encadré ici, donc ce qui nous donne tout simplement g' de xi k, et si on met des valeurs absolues des deux côtés, ben il est clair que puisque xi k converge vers x étoile, eh bien la limite donc, de notre quotient est exactement égale à valeur absolue de g' de x étoile. D'accord? Donc là, on a une convergence qui est d'ordre 1, tout simplement parce que l'exposant que j'ai explicité ici, normalement, il ne faudrait pas le mettre parce que c'est un 1, mais là, c'est pédagogique. On voit bien que c'est notre P de la définition de l'ordre de convergence. P est égal à 1. D'accord? Donc, une méthode d'ordre 1. Donc, ce n'est pas vraiment mieux que la méthode de dichotomie. On voit par contre là ici qu'on peut vraiment montrer des choses de manière assez classique. Alors, une remarque que l'on peut faire, c'est la remarque suivante. Alors, si vous regardez le problème un peu modèle que l'on a utilisé pour illustrer cette méthode, c'est la recherche de racine de 2. Donc, on est bien d'accord que quand on cherche à résoudre f de x égale à 0, ici, il y a deux solutions. Il y a plus racine de 2 et moins racine de 2. Donc, il y a deux solutions qui sont toutes les deux, puisqu'il y a équivalence, des points fixes de G. Donc, ça sous-entend que on peut potentiellement être tenté d'aller utiliser la méthode d'approximation successive. Alors, si les conditions sont réunies, pour converger vers l'une ou l'autre. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ces deux points fixes n'ont vraiment pas les mêmes propriétés. Si vous regardez x1 étoile, qui est la racine, ici, la solution positive de x carré égale à 2, eh bien la dérivée de g en x1 étoile est effectivement plus petite que 1 en valeur absolue. Donc ça sous-entend que si on part pas trop loin de x1 étoile, eh bien, on va converger vers x1 étoile. Par contre, si vous regardez g' de x2 étoile, vous voyez que c'est strictement plus grand que 1. Donc, pour cet exemple-là, ce qu'on pourrait montrer assez facilement, c'est qu'en fait, à moins de prendre exactement x0, donc la condition initiale, est égale à x2 étoile, eh bien, la méthode d'approximation successive ne peut jamais converger vers ce deuxième point fixe. D'accord? Alors, c'est quelque chose qu'on peut peut-être illustrer avec Scilab, et pour se rendre compte comment pour ce deuxième justement point fixe, qui n'est pas, on va dire, attractif, mais qui est plutôt répulsif, comment les choses peuvent se passer quand on travaille en précision finie
D'accord, ce qui est le cas avec Scilab. Alors, on va tout simplement, je pense, copier les bouts de code qui sont là. On va les coller directement dans Scilab pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, peut-être juste, on peut peut-être commenter un petit peu le code qui est là. Donc là, c'est tout simplement une boucle de 30 itérations de la méthode d'approximation successive pour la fonction g, là, qui est censée nous aider à trouver racine de 2, et où on affiche à chaque fois la valeur de x au fil des itérations. Alors, on voit que pour cette condition initiale-là, 1,5, donc on est assez proche peut-être de racine de 2, de la racine positive. Donc on voit que ça marche plutôt pas trop mal, d'accord? Et donc la méthode a l'air de converger. Donc une façon amusante d'illustrer quelles sont les conséquences en fait de travailler en précision finie, c'est d'utiliser le deuxième bout de code qui est là. Alors qu'est-ce que l'on fait? On va prendre initialement pour x, et bien, alors à la précision machine, bien évidemment, la valeur du deuxième point fixe. Donc en théorie, en prenant x0 égale à moins racine de 2, eh bien la méthode d'approximation successive doit stationner en moins racine de 2, puisque moins racine de 2 est un des deux points fixes. Alors, c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec Scilab. Alors, j'ai pas copié le bon code, d'accord. Voilà, j'ai oublié de copier. Voilà, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit que dès, d'ailleurs, la première itération, eh bien, on voit qu'on s'éloigne petit à petit de moins racine de 2. Ok, donc ça travaille dans les décimales très très loin, et puis petit à petit, pouf, on repasse de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on converge vers le point fixe, on va dire qualifié de point fixe attractif. Alors, c'est intéressant cette chose-là, parce que on va avoir un comportement qui est un peu similaire quand on va s'intéresser aux équations différentielles et puis au système dynamique, et en particulier à la notion de stabilité. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que, vous voyez que quand bien même, il est vraiment impossible avec une méthode d'approximation successive d'aller converger vers un point fixe qui ne vérifie pas les bonnes propriétés. Voilà. Alors, intéressons-nous maintenant à la méthode de Newton, toujours pour n égale à 1, et en utilisant les outils ici que l'on a, qui sont les outils qu'on a développés jusqu'ici. On va voir que donc la notion de convergence, ok, ça on va l'utiliser, et puis on va voir que la méthode de Newton peut être bien étudiée dans le cadre des méthodes de points fixes. Voilà. Alors le principe déjà, c'est de faire une hypothèse pas si forte que ça. Alors je dis pas que dans les applications, on n'est pas des cas intéressants, on va dire de la vraie vie, dans l'ingénierie, de méthodes, de fonctions dont on cherche les zéros et qui ne soient pas dérivables. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors là, on va supposer par contre que c'est le cas. On suppose que f est dérivable, et en particulier, là, ici, on se place dans le cadre d'une méthode itérative qu'on est en train de construire. Donc le point courant, on va l'appeler xk, et donc on va supposer que f est dérivable en xk, et on va dire dans un voisinage suffisamment large, on n'a qu'à dire qu'on va supposer que f est dérivable partout. Voilà. Donc, pour tout x, eh bien, on peut écrire notre développement ici de Taylor-Young, assez classique, c'est-à-dire qu'on écrit f de x plus h, et puis on pose tout simplement h est égal à x moins xk. Donc ça nous fait apparaître un premier terme dans le développement, qui est en fait une fonction de x qui correspond à ce qu'on peut appeler l'approximation affine, mais c'est aussi ce qui nous donne l'équation de la tangente. Et puis un reste, d'accord, un reste qui décroît vers 0 plus vite que x moins xk en valeur absolue.
Alors, l'idée de la méthode de Newton, c'est tout simplement, alors si on peut le faire, bien évidemment, alors on ne verra pas, je pense, mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous documenter. Si f' de x de xk vaut 0, bah en fait, il suffit tout simplement d'aller un cran plus loin dans le développement. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut savoir que ça n'est pas une fatalité. Donc là, on va supposer que f' de x est différent de 0. Et bah, l'idée, c'est tout simplement d'aller, au lieu d'annuler f, d'aller annuler son approximation affine. Ça veut dire que l'on prend eh bien, la quantité suivante comme une fonction de x. Et l'annuler ici, c'est très simple, tout simplement parce que c'est une fonction affine. D'accord ? Donc, la solution de notre équation, alors là, j'ai dit linéaire, j'ai abusé un peu, c'est affine. Hein. Bon, vous verrez qu'en analyse numérique, parfois, on utilise le mot linéaire pour affine de manière assez classique. Donc, comme la solution de cette équation linéaire, alors qu'on obtient ici assez aisément, hein, c'est-à-dire que ça définit xk plus 1, donc pour l'itération suivante, comme étant xk moins f de xk sur f' de xk. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement simple, et on peut, dans un premier temps, ici déjà, illustrer la convergence de manière assez sympathique et graphique. D'accord ? Donc l'algorithme, c'est tout simplement le principe de répéter ce que je vous ai expliqué juste avant. Eh bien, si on se place dans un cadre, on va dire, pratique, tant que f de xk n'est pas suffisamment nul, c'est-à-dire tant que valeur absolue de f de xk est plus grand qu'une tolérance qu'on s'est fixée, epsilon, donc là, c'est pas forcément le epsilon machine. Et puis aussi, surtout, par contre, là, tant que eh bien, f' de xk en valeur absolue est plus grand que une tolérance qui peut être la même ou pas la même, ça c'est pas gênant, d'accord ? Voilà. Donc là on a repris la même fonction que celle avec laquelle on a déjà travaillé, d'accord, qui nous permet d'essayer d'approcher racine de 2. Et on a pris, là j'ai pris volontairement une condition initiale vraiment très très éloignée de racine de 2. Bon, tout simplement parce que vous allez voir que les itérations vont assez vite. Et donc c'est pour y voir un petit peu plus clair. Donc, quand on cherche à annuler l'approximation affine de f en x0 ici, ben ça consiste graphiquement à faire quoi ? À tracer la tangente à notre graphe en x0, f de x0, d'accord ? Et à définir ici x1 comme étant l'abscisse de l'intersection de cette tangente avec l'axe OX, d'accord ? Et on recommence, d'accord ? C'est-à-dire que on construit l'approximation affine en x1, et on annule cette approximation affine pour définir x2. Alors vous voyez que ça converge assez vite. Et on fait la même chose pour x3, d'accord, x4, et là ça bouge pratiquement plus. Donc en fait, voilà, on n'a rien vu bouger à x5. Effectivement, ça bouge pas du tout, ou presque pas. Donc on voit déjà que ça converge quand même beaucoup plus vite que tout simplement que la méthode de point fixe. Alors la question c'est, est-ce que ça converge plus vite parce que ça reste une méthode d'ordre 1, mais avec une très petite constante de convergence, c'est-à-dire avec un g' de x qui est vraiment petit ou pas, ou est-ce que c'est l'ordre qui change ? Donc pour ça, il y a un petit peu d'analyse à faire. Alors, déjà, première étape pour cette analyse, c'est de replonger cette méthode de Newton dans le cadre des méthodes de point fixe. Alors là, c'est assez facile, puisqu'en fait, elle s'écrit déjà tout à fait naturellement, comme xk plus 1 est égal à une fonction de xk, d'accord ? Donc xk plus 1, c'est xk plus 1 moins f de xk sur f' de xk, on n'a qu'à appeler ça g de xk, ou la fonction x, ici, c'est pour un x donné, x moins f de x sur f' de x. D'accord ? D'une part. Ensuite, pour voir finalement la particularité de cette méthode de Newton, déjà, avant même de démontrer quoi que ce soit, on va déjà regarder si on a effectivement des chances que g' de x étoile
quand bien même on ne connaîtrait pas x étoile, soit bien en valeur absolue plus petit que 1. Donc, pour faire cette étude-là, il va falloir qu'on soit capable de dériver G. Donc, ça veut dire que, vu que G fait apparaître f', donc on va supposer que f est dérivable 2 fois. D'accord ? Donc, ce que l'on peut écrire, c'est que si f' de x étoile, par lequel on va diviser tout à l'heure, est différent de 0, et si f de x étoile est égal à 0, c'est-à-dire qu'on considère x étoile comme une de nos solutions cherchées, donc comme un des points fixes de G. Si on dérive G, donc on obtient l'expression suivante, d'accord ? Et ce qu'il faut constater, c'est que lorsqu'on va venir évaluer ça en x étoile, eh bien, le f de x qui est ici, bien évidemment, ici, va venir s'annuler. D'accord ? Donc, ça veut dire que g' de x étoile, c'est 1 moins... Alors, il nous reste que le f' de x étoile au carré, puisque le f de x étoile en facteur ici a fait disparaître le terme de dérivée seconde, divisé par f' de x étoile au carré. Donc, ça fait exactement 0. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour la peine, ça, c'est vraiment en valeur absolue plus petit que 1. On ne peut pas faire mieux, d'ailleurs, c'est carrément nul. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ceci, c'est complètement indépendamment de la connaissance de x étoile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la construction de la méthode de Newton. D'accord ? Donc, quand on disait tout à l'heure, ok, toutes ces conditions sont très très restrictives, ça nécessiterait, par exemple, de connaître exactement où se trouve x étoile pour vérifier qu'elles sont effectivement vérifiées, là, ici, le problème ne se pose pas. Restera toujours quand même le problème de la distance à laquelle il va falloir partir de x étoile, c'est-à-dire pas trop loin, mais tout au plus, on sait qu'il y a la moitié déjà des conditions, en particulier celle qui est la plus importante, qui est forcément vérifiée, à savoir valeur absolue de g' de x étoile plus petite que 1. D'accord ? Donc ça nous garantit qu'il existe forcément un voisinage de x étoile dans lequel on va pouvoir prendre x0 et être assuré que la convergence, que la méthode de Newton va converger. D'accord ? C'est-à-dire que le point fixe correspondant de la méthode de point fixe est nécessairement attractif. Donc pour cela, on va... Alors pour montrer effectivement que tout ça, ça marche, et en particulier, là, pour avoir donc une information plus précise, à savoir sur l'ordre de convergence, c'est-à-dire pour montrer que la méthode de Newton n'est pas seulement une méthode d'ordre 1 plus rapide, mais effectivement une méthode d'ordre supérieur, eh bien, donc on va démontrer le théorème suivant. Alors, là, le choix que l'on a fait de tout faire en utilisant la fonction g, ça va nous obliger à supposer que f est dérivable 3 fois. Alors, il y a d'autres variantes de cette démonstration, sans utiliser la fonction g, alors qui permettent d'avoir des hypothèses un peu plus faibles, mais c'est pas... on va essayer de faire les choses simplement ici. Donc, alors pourquoi on a besoin dans ce théorème de supposer que f est dérivable 3 fois ? C'est parce qu'on va supposer que la dérivée seconde de g, donc d'accord, puisque g fait intervenir f', la dérivée seconde de g, ça fait intervenir la dérivée troisième de f, que cette dérivée seconde, en valeur absolue, eh bien, est majorée. Donc on va supposer que, alors le 1,5, vous allez voir, c'est pour simplifier l'écriture juste après, que pour tout x, 1,5 de la valeur absolue de g seconde de x est majoré par une constante c positive. Donc, si effectivement cette dérivée seconde est majorée de g, alors on va pouvoir montrer que pour tout x0, alors ici le alpha de tout à l'heure, on pose un doigt dessus, plus précis, on voit qu'il est lié à cette constante ici de majoration de la dérivée seconde, c'est-à-dire que pour tout x0 tel que valeur absolue de x0 moins x étoile plus petit que 1 sur c, alors la méthode de Newton converge, et, cerise sur le gâteau, la convergence est d'ordre 2. Donc, on va commencer avec un petit peu le même outil que la dernière fois, sauf que là, ici, c'est plus vraiment la formule des accroissements finis, mais c'est la formule des accroissements finis, on va dire un peu généralisée. Donc ça correspond tout simplement ici à écrire un développement de Taylor-Lagrange de la fonction g en x étoile, et bien tout simplement ici à
à l'ordre 1, mais en faisant apparaître, on est bien d'accord, un reste exact, donc il fait intervenir, comme tout à l'heure, une quantité xk, ok, donc qui est comprise entre xk et x étoile. Donc, si on explicite un peu les choses que l'on connaît là-dedans, alors déjà une première remarque, la quantité suivante, donc g' de x étoile, par construction, cette quantité est nulle. D'accord? Donc ça veut dire que on se retrouve avec xk plus 1 moins x étoile, qui est égal à la moitié de g seconde de xk multiplié par xk moins x étoile au carré. D'accord? Donc on voit déjà qu'il y a, par rapport à une méthode de point fixe classique, on voit ici qu'il y a un exposant qui est apparu, qui est cet exposant 2, d'accord? Donc qui est particulièrement intéressant. Donc, la suite de la démonstration, en fait, est vraiment pas compliquée, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre ici la valeur absolue des deux côtés de l'égalité qui est au-dessus, et puis tout simplement de venir majorer la dérivée seconde, d'accord, enfin la moitié de la dérivée seconde de g par la constante c qui a été supposée exister dans les hypothèses de ce théorème. Donc ensuite, par récurrence, on peut assez facilement montrer. Alors ça consiste à faire quoi pour voir un petit peu mieux les choses? Il faut venir multiplier par c ici à droite et à gauche, d'accord? Et la quantité que l'on va considérer, c'est c multiplié par valeur absolue de xk moins x étoile. Donc ce qu'on peut montrer par récurrence, c'est que donc c multiplié par xk moins x étoile, eh bien, est plus petit que c fois valeur absolue de x0 moins x étoile à l'exposant 2 à l'exposant k. D'accord? Ça veut dire que le majorant à chaque fois est élevé au carré. D'accord? Donc c'est pas une suite géométrique, d'accord? Mais là, c'est à chaque fois la quantité est élevée au carré. Donc, auquel cas, une suite comme ceci, qui n'est pas géométrique, tend vers 0, parce que là, l'idée, c'est tout simplement de voir quelles sont les conditions dans lesquelles le majorant qui est là va venir tendre vers 0. Eh bien, lorsque vous faites comme ça, vous prenez une quantité qui est itérativement élevée au carré, la seule façon pour que ça tende vers 0, c'est qu'initialement la quantité soit strictement plus petite que 1 en valeur absolue. D'accord? Donc là, la condition ici, c'est donc c multiplié par x0 moins x étoile, strictement plus petit que 1, d'où la condition de convergence, x0 moins x étoile en valeur absolue, plus petit que 1 sur c. Et donc, pour l'ordre, ensuite, eh bien, il suffit de reprendre de faire le quotient xk plus 1 moins x étoile sur xk moins x étoile en utilisant la relation qu'on a ici. D'accord? Ok. Et puis de se rendre compte, comme tout à l'heure, que notre xk, ici, d'accord, dès l'instant où la méthode converge nécessairement vers x étoile, puisqu'il est dans le plus petit intervalle contenant xk et x étoile. D'accord? Donc ça nous donne donc comme limite du quotient, alors bien évidemment ici avec un carré, donc la méthode est bien d'ordre 2, un demi de valeur absolue de g seconde de x étoile. Alors, il est clair que si g seconde de x étoile est par malchance 0, la méthode n'est pas d'ordre 2, elle est d'ordre supérieur à 2. D'accord? Voilà. Donc là, ça nous garantit que la méthode est au moins d'ordre 2. Alors, on a vu déjà tout à l'heure à quelle vitesse, comment était la convergence en fait d'une méthode ordre 2 sur notre petite illustration. On aura l'occasion vraiment en TD de se rendre compte vraiment des choses de manière un peu plus concrète. Donc, ce que je voudrais vous montrer là maintenant, c'est comment finalement cette méthode de Newton, eh bien, elle se généralise très très bien au système d'équations.
donc aux recherches des zéros d'une fonction de Rn dans Rn. Alors, petit rappel, ou pas rappel, suivant la façon dont tous ces éléments vous ont déjà été enseignés. Donc la fonction f, maintenant, on considère que c'est une fonction qui va de Rn dans Rm. Alors, bien évidemment, dans le contexte qui va nous intéresser, c'est m va être égal à n, mais cette définition de différenciabilité que je vais vous donner maintenant, c'est vraiment valable quel que soit r, enfin quel que soit n, quel que soit m. Donc cette fonction f, on est bien d'accord que c'est un vecteur de fonction de plusieurs variables avec lesquelles vous êtes peut-être plus familier, c'est-à-dire que f de x, donc c'est un vecteur de Rm, et chaque composante de ce vecteur, on va pouvoir l'indicer par exemple avec le numéro de la composante, c'est une fonction fj qui va de Rn dans R, d'accord? Donc une fonction de plusieurs variables au sens où vous les avez déjà abordées dans votre scolarité. Donc, la différenciabilité de ces fonctions de plusieurs variables à valeur vectorielle, elle s'exprime vraiment de façon complètement similaire à la différenciabilité. Alors, on parle plutôt de dérivabilité pour les fonctions réelles que pour les fonctions de la variable réelle, d'accord? C'est-à-dire que f va être différenciable en petit a, donc la petit a ici c'est pas un réel, c'est un vecteur de Rn, d'accord, qui est dans l'espace de départ, dans le domaine de définition de f. S'il existe une quantité, enfin un objet qu'on va appeler ici f' de a, c'est-à-dire la dérivée de f en petit a, sauf qu'ici c'est une matrice, d'accord, qui a m lignes et n colonnes, alors qu'on appelle aussi parfois matrice jacobienne, telle que, eh bien, le développement classique peut s'écrire, à savoir f de a plus h, donc là ici h c'est un vecteur de Rn, comme petit a, est égal à f de a plus, et donc là il faut faire attention, c'est un produit de matrice par vecteur, donc il se fait vraiment dans ce sens-là. Il faut faire attention dans ce cas-là que c'est vraiment pas commutatif, quoi. Donc f' de a multiplié par h, plus un reste qui décroît vers 0 plus rapidement que norme de h. Donc là, ici, la norme, je ne l'ai pas précisé. Dans Rn, toutes les normes sont équivalentes. Vous pouvez imaginer que c'est par exemple la norme euclidienne, c'est-à-dire la racine carrée de la somme des carrés des composantes de h. Voilà, et donc epsilon de h, c'est une fonction qui tend vers le vecteur nul quand h tend vers le vecteur nul. Donc, que sont les termes de cette matrice f' de a? Eh bien, vous les connaissez sûrement déjà. Ce sont tout simplement les dérivées partielles des fonctions fi. Donc là, ici, par exemple, sur la im ligne, vous allez avoir les dérivées partielles de la fonction fi, d'accord, donc tel que ça a été défini ici, par rapport à la variable xj. Ok, voilà. Donc la matrice jacobienne, c'est juste voilà, une généralisation de la dérivée. Et donc là, attention, toujours, là c'est quelque chose que vous connaissez déjà, l'existence des dérivées partielles ne garantit pas la différenciabilité. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la définition de la différenciabilité. Voilà, donc cet objet-là, cette dérivée ici, jacobienne, qui est une matrice, ça va être un de nos ingrédients pour la méthode de Newton, bien évidemment. Donc si on regarde par exemple sur deux exemples qui correspondent aux fonctions à annuler pour notre problème de cinématique inverse dont on avait parlé dans l'introduction. Donc ça, je pense que c'est pas très difficile. Donc si on prend l'exemple par exemple de f de θ ici, donc sur la première ligne de f' de θ, donc on a déjà moins L1 sinus θ1, donc c'est la dérivée de ce qui est ici en vert partiel par rapport à θ1. Et le deuxième terme, donc toujours première ligne mais deuxième colonne, c'est la dérivée partielle de ce même terme en vert par rapport à θ2. Et donc ensuite, même chose pour la deuxième ligne. Et voici ici donc la même chose ici, mais pour l'autre formulation, d'accord, c'est-à-dire avec g de x qui est la fonction qui correspond à la formulation sous forme de problème de système polynomial de notre problème de cinématique inverse.
Donc là, c'est des dérivés de polynômes de degré 2, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, le principe de la méthode de Newton, il s'expose vraiment de la même manière que je l'ai exposé tout à l'heure pour les fonctions réelles. Donc là, on va supposer que f est différenciable, d'accord, au point courant de la méthode, sachant qu'on veut déterminer après le point suivant, et dans un voisinage suffisamment large. On peut donc écrire notre développement de Taylor, sachant que f est différenciable, et puis ici, on va venir, comme tout à l'heure, venir considérer l'itérée suivante, qui est donc le vecteur xk plus 1, qui va annuler l'approximation affine de f, alors qui est toujours ici le premier terme. Sauf que là, cette fois, on parle vraiment effectivement de fonctions affines au sens des fonctions de plusieurs variables. Enfin, on voit vraiment ici, comment dire, apparaître ici vraiment une matrice. Donc en fait, on a ici une fonction affine à annuler, et quand on cherche à annuler une fonction affine, c'est tout simplement un système d'équations linéaires, cette fois. Donc, xk plus 1, il va être défini comme la solution de ceci, et qui est un système d'équations linéaires. Alors ici, n, c'est la taille de x, c'est le nombre d'équations. Donc on a autant d'équations que d'inconnus. Donc pour pouvoir résoudre de manière, on va dire, certaine ce système d'équations linéaires, il va falloir supposer que f' de xk, rappelez-vous qui est une matrice, eh bien une matrice qui n'est pas singulière, donc qu'elle est inversible, ou que son déterminant est différent de 0, tout ça c'est des manières équivalentes de le dire. Donc, si f' de xk est donc inversible, on peut de manière formelle en fait définir les itérations de la méthode de Newton cette fois comme ceci. D'accord. Sauf que bien faire attention ici que f' de xk est une matrice, et bien faire attention aussi au fait que quand on va programmer cette méthode, eh bien, on ne va pas inverser f' de xk, okay, on va tout simplement venir résoudre le système d'équations linéaires dont le second membre est f de xk et dont la matrice est f' de xk. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rappelé en dessous alors cette notation qu'on utilise en Scilab, à savoir utilisant la dérivée, la division à gauche. Alors, on va pouvoir donner un petit peu... alors, algorithmiquement, c'est vraiment très très similaire à la méthode de Newton pour les fonctions réelles. Alors, la seule petite différence, on va dire, c'est que on va pas s'amuser à chaque itération à calculer à vérifier si la matrice f' de xk est inversible, parce que finalement, ça coûte aussi cher que de venir inverser la matrice, ou calculer son déterminant, ça coûte aussi cher que de résoudre directement le système d'équations linéaires. Donc il faudra juste contrôler en fait tout simplement que quand on va venir résoudre le système d'équations linéaires, eh bien la résolution s'est bien passée, qu'on n'a pas eu une erreur. Donc disons que la matrice était singulière à la précision machine. Donc voilà un petit peu l'exemple que l'on peut en faire de l'utilisation de cette méthode avec sur notre problème de cinématique inverse. Donc là, j'ai pris la formulation qui utilise les fonctions trigonométriques. On pourrait très bien utiliser aussi la formulation sous forme de système polynomial. Je vous laisse le faire si vous voulez vous amuser. Enfin, c'est pas de l'amusement, c'est très sérieux tout ça. Donc, l'algorithme est vraiment le même que pour les fonctions réelles ici, d'accord ? Sauf que on va vraiment décomposer explicitement les choses pour bien montrer qu'on ne vient pas inverser la matrice, mais que l'on résout un système d'équations linéaires qui nous donne aussi une près, d'accord, l'incrément que l'on va venir ajouter à xk pour passer à xk plus 1. Donc l'idée, c'est qu'on va itérativement, alors tant que la norme de f de xk est plus grand que epsilon, donc ça reste quand même une constante par rapport à tout à l'heure, au lieu d'avoir une valeur absolue, on a une norme. Donc tant que le système d'équations n'est pas vraisemblablement suffisamment résolu, tant que f de xk n'est pas suffisamment proche du vecteur nul, on résout le système d'équations, on vérifie au passage si la résolution s'est bien passée. Donc si on nous dit que la matrice f' de xk est singulière,
À la précision machine, on s'arrête, hein, puis on dit à l'utilisateur que ça va bien 5 minutes, mais là on ne peut pas aller plus loin. Et sinon, on effectue les itérations, ça veut dire tout simplement qu'on vient ôter h, obtenu à la résolution précédente, à xk, pour définir xk plus 1. Voilà. Donc sur l'exemple de cinématique inverse ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un θ0 qui soit pas déjà tel que f' de θ0 soit singulière. Alors ce que vous pouvez vérifier, c'est que si on prend θ0 égale 0, 0, eh bien la f' de θ est singulière. Donc ça va pas du tout pour démarrer les itérations. Donc j'ai pris ici θ2 est égal à pi sur 4 et θ1 est égal à 0. Voilà. Donc voilà comment se passent les itérations. Alors là, il faut bien se rendre compte qu'on est vraiment, je pense, pas du tout dans les clous par rapport aux conditions de convergence de la méthode de Newton. Je pense qu'on part vraiment très très loin. Ce que vous allez juste voir, c'est que peut-être dans les 4 dernières itérations, vraisemblablement, on est vraiment dans la zone attractive où la méthode est d'ordre 2. Donc là, on va dire qu'on a certainement un peu de chance. Voilà, donc là, on passe à ça, c'est la première itération, deuxième itération, troisième itération. Donc à partir de là, si vous regardez f de θk, vous allez voir que vraisemblablement, à chaque itération, l'erreur, enfin, c'est-à-dire la norme de f de θk est à peu près égale au carré de la norme de f de θk-1. Donc là, on a 1, 10-1, 10-2, 10-4, 10-7, ou presque 8, et là, 10 puissance moins 14. D'accord? Donc vraiment sur ces itérations-là, je pense que si on traçait les choses, on pourrait effectivement montrer qu'expérimentalement, on sait bien d'ordre 2. Et là, si on va d'ailleurs jusqu'à θ8, numériquement, c'est exactement égal à 0. D'accord? Voilà, donc on voit que ça se passe vraiment pas trop mal sur cet exemple-là. En TD, je pense qu'on utilisera un exemple un tout petit peu plus élaboré, mais pas très différent. Voilà. Alors, que conclure de ce premier cours, en tout cas sur la méthode de Newton, puisque finalement c'est un peu elle qui est centrale dans ce chapitre, c'est-à-dire que c'est une méthode de points fixes. On a vu que les méthodes de points fixes, c'est un cadre un peu général pour les méthodes itératives. La méthode de Newton, c'est une méthode de points fixes particulière avec des propriétés qui sont très intéressantes. Donc lorsque la méthode converge, elle est d'ordre 2, et on voit que finalement, du point de vue pratique, ça veut dire quoi? Alors vous le verrez en TD. Là, on l'a vu sur cet exemple de cinématique inverse. Du point de vue des décimales, en fait, là on l'a pas vu sur les angles, on l'a vu sur la fonction elle-même. En gros, le nombre de bonnes décimales, quand on est dans la zone de convergence d'ordre 2, double à chaque itération. Donc on voit par rapport à la précision relative qui est de 10 puissance moins 16, donc on voit que c'est assez vite, consommé, quoi. Donc ça va très très vite. Et qu'il n'y a peut-être pas besoin que ça aille beaucoup plus vite que ça. Alors, inconvénient, on a vu, la convergence reste locale. Locale, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut partir pas trop loin de la solution pour être sûr d'avoir une chance que ça converge et que, effectivement, que l'ordre soit effectivement constaté comme étant 2, quoi. Bon. La notion d'ordre, de toute façon, vous avez bien vu, c'est quelque chose qui est complètement local. Donc, bon. Donc, la convergence est locale, et c'est un gros problème. Alors, les méthodes en fait modernes, parce que finalement la méthode de Newton est aussi vieille que Newton, donc depuis quand même de l'eau a coulé sous les ponts des mathématiques. Et donc on a amélioré ça. Donc les méthodes modernes qui s'inspirent de la méthode de Newton sont les méthodes qui sont plus robustes au sens où il y a des mécanismes supplémentaires qui font que lorsqu'on est loin de la solution, eh bien, on a une chance de s'approcher progressivement de la zone vraiment où on rentre dans le bassin d'attraction, on va dire, de la méthode de Newton, enfin vers la solution au sens méthode de point fixe, avec un point fixe attractif. Donc, en particulier, la fonction fsolve dans Scilab
implémente une méthode de ce type-là, une méthode inspirée de la méthode de Newton, avec énormément d'améliorations pour améliorer la convergence, on va dire pour qu'elle soit plutôt globale que locale. Et donc c'est une méthode qui s'appelle la méthode hybride Powell. Powell, c'est quelqu'un qui est un contributeur historique, hein, on va dire en optimisation de manière générale, on va dire du XXe siècle. Alors, vous voyez qu'il y a un ingrédient, enfin vous avez vu tout de suite qu'il y avait un ingrédient qui était absolument crucial dans la méthode de Newton. Alors pour les fonctions scalaires, calcul de la dérivée. Pour les fonctions de Rn dans Rn, c'est le calcul de la jacobienne. Alors, ce calcul de la jacobienne peut poser problème, parce que on est très feignant, soit parce que tout simplement la fonction f c'est une boîte noire, d'accord, et donc on ne peut pas calculer explicitement en utilisant des expressions formelles notre dérivée. Et donc ça veut dire qu'il est important d'être capable de l'approcher avec précision. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on a vu au chapitre précédent. Toutes les méthodes ne se valent pas, et lorsqu'on peut appliquer la méthode du pas complexe, on a vu que, eh bien, on pouvait approcher une dérivée à la précision machine. Alors, approcher une jacobienne en utilisant la méthode du pas complexe, c'est tout aussi faisable. L'idée, c'est quoi ? Finalement, c'est d'utiliser finalement le même mécanisme. Alors, vous vous doutez bien que ça se déduit directement de la technique d'approximation d'une dérivée d'une fonction scalaire avec le pas complexe, tout simplement puisque une jacobienne, ça contient des dérivées partielles. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée partielle ? C'est une dérivée en maintenant constante toutes les autres variables. Donc là, ce que l'on va pouvoir faire, ce qu'on pourra avoir l'occasion d'illustrer en TD, c'est que avec la méthode du pas complexe, on va pouvoir approcher la jacobienne colonne par colonne. Et on va dire vraiment une colonne à la fois, directement, si on s'en prend correctement. Donc c'est ce que j'ai illustré dans les deux dernières lignes de ce transparent, d'accord ? Voilà. Donc, eh bien, donc voilà pour ce cours. On va essayer d'illustrer tout ça en travaux dirigés. Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.